On considère que dans une société méritocratique, tous les individus devraient avoir les mêmes chances de connaître une mobilité sociale, puisque tous les individus, en fonction de leur mérite, pourraient réussir plus ou moins bien à l'école en fonction de leur travail et donc accéder à des diplômes plus ou moins valorisés qui leur donneraient accès à des professions plus ou moins valorisées. Or, on constate, notamment à travers les tables de mobilité, que ça n'est pas le cas. Certaines catégories se reproduisent et donc on voit notamment que les enfants de cadres deviennent plus souvent cadres, ont davantage de diplômes, etc. Donc il s'agit d'essayer de comprendre ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'il y a de la reproduction sociale ? Eh bien cette reproduction sociale, elle s'explique par le fait qu'en fait, on parle souvent de démocratisation scolaire pour évoquer le fait que de plus en plus d'enfants, de plus en plus d'individus ont accès à l'école, ont accès à des diplômes. En réalité, il faudrait parler davantage de massification et non pas de démocratisation, puisque en fonction de son origine sociale, les chances de réussite scolaire et donc professionnelle ne sont pas égales. Et c'est ça qui va expliquer la reproduction sociale, et donc c'est ça qu'il s'agit de comprendre ici. On a deux grands sociologues français, Pierre Bourdieu et Raymond Boudon, qui vont apporter un éclairage sur cette question, sur la question de la reproduction sociale. Ils vont apporter un éclairage différent, qui n'est pas forcément d'ailleurs radicalement opposé, mais qui en tout cas part de postulats différents et donc pourrait venir se compléter. Alors, Pierre Bourdieu, il est très connu pour sa théorie des capitaux. Il considère que les individus ou les groupes sociaux sont dotés en capitaux. Il distingue trois grands types de capitaux. Le capital économique, qui est l'ensemble des richesses à disposition d'un individu ou d'une famille, donc les revenus, le patrimoine, etc. Le capital culturel, qui est l'ensemble des savoirs, des savoir-faire, des habitudes, des dispositions à disposition d'un individu ou d'une famille, encore une fois. Donc ça peut se manifester sous la forme de diplômes, sous la forme de possession de biens culturels, de langage, etc., etc. Et le capital social, qui est l'ensemble des relations qu'un individu peut mobiliser pour accéder à certaines ressources. Pour Pierre Bourdieu, le capital le plus important en ce qui concerne la réussite scolaire, la chance de réussir à l'école, c'est le capital culturel. Pourquoi ? Parce que le capital culturel qui va être valorisé à l'école, la culture valorisée à l'école, c'est celle des catégories privilégiées qui va rentrer en symbiose, en adéquation avec celle de l'école. Donc il y a une similitude très forte entre la culture des catégories privilégiées et la culture qui est valorisée à l'école. Alors cette symbiose, cette adéquation, elle va se manifester par un même système de valeurs implicites, notamment dans un rapport au savoir, dans la valorisation du savoir, dans une docilité à l'égard du système scolaire, une capacité à se plier aux exigences, à connaître ces exigences et à s'y plier. Cette symbiose, elle va encore se traduire par une similitude dans les traditions pédagogiques, de lecture, de travail à la maison, y compris dans les pratiques ludiques. Le jeu est un prolongement de l'apprentissage scolaire, etc. Dans les pratiques culturelles sorties au musée, la musique valorisée va être celle qui va être valorisée à l'école. Toute la littérature, la musique, etc. C'est de la littérature classique, de la musique classique, qui sont celles qui sont étudiées et valorisées à l'école. Donc tous ces éléments font que les enfants issus de milieux favorisés vont avoir toutes les dispositions, tous les outils pour réussir à l'école, alors que les enfants issus de milieux populaires n'auront pas forcément ces dispositions, n'auront pas forcément ces savoirs, ces traditions culturelles, et donc vont subir une violence symbolique dans leur rapport à l'école, à laquelle ils seront moins prédisposés, à laquelle ils devront davantage s'adapter. Donc pour Bourdieu, il n'est pas une question de don naturel ou inné quand il s'agit de réussite scolaire, mais bien de transmission d'une culture ou d'un savoir ou de disposition qui va rendre les individus plus ou moins adaptés au sens culturel du terme, c'est-à-dire au sens d'avoir reçu tous les outils
pour réussir à l'école. Donc Bourdieu, il a une approche plutôt déterministe puisqu'il considère que le milieu social d'origine va déterminer, en partie évidemment, mais fortement, les chances de réussite scolaire. Et donc pour Bourdieu, l'école n'est pas du tout un instrument de la mobilité sociale, mais c'est bien un instrument de la reproduction sociale, puisque c'est un outil qui est conçu, certes inconsciemment, mais qui est conçu par les catégories privilégiées à destination des catégories privilégiées, et donc qui est axé, basé sur les dispositions des catégories privilégiées. Boudon, lui, il propose de l'école une toute autre analyse. Il va positionner son étude un peu différemment de celle de Bourdieu, puisqu'il va regarder non pas l'inégale capacité de réussir à l'école, l'inégale chance de réussir à l'école, mais il va étudier des groupes d'élèves à réussite scolaire égale, admettons par exemple tous les élèves qui arrivent au niveau du baccalauréat, un baccalauréat identique, et il va étudier les demandes d'éducation en fonction du milieu social. Donc les demandes d'éducation d'élèves qui sont au même niveau de réussite scolaire, et il va constater que cette demande d'éducation, elle diffère en fonction du niveau social d'origine, et il explique ça par un calcul coût-avantage. Il va constater que les enfants issus de milieux privilégiés, par exemple les enfants de cadre, vont avoir une demande d'éducation beaucoup plus importante et vont faire des choix d'orientation différents des enfants issus de milieux populaires, tout simplement parce qu'il y a deux critères qui vont entrer en jeu pour eux, la crainte d'une mobilité sociale descendante et les capacités financières à assumer la poursuite d'études. Donc pour un enfant de cadre, la crainte de connaître une mobilité sociale descendante va les inciter à continuer leurs études pour pouvoir accéder au même niveau professionnel que leurs parents. Les enfants de cadre doivent continuer leurs études après le bac et par ailleurs, comme ils sont issus de milieux plutôt favorisés, finalement, continuer leurs études est relativement peu coûteux. En revanche, les enfants issus de milieux populaires n'auront pas nécessairement besoin de continuer beaucoup leurs études pour arriver au même niveau professionnel que leurs parents. Donc la crainte d'une mobilité sociale descendante se fait moins prégnante. Et par ailleurs, le coût de la poursuite d'études pour des enfants issus de milieux populaires qui sont donc moins dotés en capital économique va s'avérer relativement plus important. Et donc c'est comme ça que Boudon va expliquer le fait que les enfants de cadre vont poursuivre leurs études parce que ça va leur rapporter davantage, leur coûter moins et qu'ils vont éviter ainsi une mobilité descendante, alors que les enfants issus de milieux populaires, eux, auront moins à perdre puisqu'ils arriveront plus rapidement au même niveau social que leurs parents. Et par contre, ça sera relativement plus coûteux vu les richesses dont ils disposent. Donc pour Boudon, ce qui est important là, c'est l'importance des choix individuels. Donc encore une fois, ces deux théories ne sont pas forcément opposées, mais elles peuvent se compléter, elles partent de postulats différents. Ce qui est important de retenir, c'est que pour Bourdieu, l'élément fondamental, c'est l'inégale dotation en capital culturel, alors que pour Boudon, ce qui est important, ce sont les choix individuels et le calcul coût-avantage auquel procéderont les individus et leurs familles.